Je reçois Kaïmoua Manénon sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bruno, vous avez suivi votre collègue Kabongo de l'UPN? Oui. Il a fait des analyses très intéressantes et très percutantes. Une lecture de comment opère... C'est un rebelle, un révolutionnaire comme vous. Hein? Bon, c'est pas question d'être révolutionnaire. Vous savez Fabien, bon, vous mais ne pouvez quand pas on dit vivre... révolutionnaire, ça ne signifie... C'est oui, pas mauvais quand même. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde où les autres se croient être des ayants droit et ils sont là pour marginaliser les autres. Donc, on est tous humains et les humains doivent se respecter mutuellement et doivent savoir agir pour le bien-être de l'humanité. Mais certains croient que, comme il y a les rapports des forces ne sont pas les mêmes, il faut se laisser écraser. Ça, je crois que c'est l'erreur monumentale qu'il faut faire. Moi, je l'ai toujours dit, Yanke na plan naye, Yumape na plan naye. Donc, on peut être devant une puissance extraordinaire de la planète, mais ce qu'on ne doit jamais faire, c'est de manquer de proposer un plan, une solution pour pouvoir se défendre. Donc nous vivons dans un monde où on a une puissance qui est aux abois. Les États-Unis sont complètement en train de perdre leur hégémonie. Ils agissent de manière beaucoup plus désordonnée. Il faut que nous soyons en mesure de savoir nous protéger et de savoir que ce que nous sommes en train de vivre, ce passager, ça va passer. Vous avez suivi certaines révélations de sa bouche. Si à Pretoria, il était question de faire les yeux doux à Ramaphosa et lui dire ça ne sert à rien de rejoindre la Russie et la Chine, eh ben, nous, on peut vous proposer plus, mais à Kinshasa, c'était plus des injonctions sur lui. Les blocs gaziers et pétroliers, on doit être dans cette commission de vente, on doit voir clair dedans, et ensuite, voilà, dans le guet-clair, il faut revoir ce que vous vous êtes convenu avec lui. Oui, Fabien, ce que font les Américains au niveau mondial, c'est ce qu'on dit le banditisme international. Ça c'est le comportement qui caractérise les Américains. Pour tout internationaliste qui sait faire des recherches, il sait par exemple que au niveau de l'océan Atlantique, ils exploitent notre pétrole sans être transparent depuis le temps de Mobutu. Donc, si vous posez la question, donc le gouvernement congolais ne maîtrise pas ce que font les Américains. Mais non, ce sont les franco-italiens, Pereco. Oui. Américains, ne sont-ils pas partis? Oui, ils continuent d'entretenir ces flous-là. Mais bon, écoute... nous vivons dans un monde où les puissances existent. Il n'y a jamais une puissance éternelle. Et la moyenne, l'existence moyenne d'une puissance à notre temps, c'est à peu près 100 ans. Donc, on est en train de vivre la décadence des États-Unis d'Amérique comme puissance. C'est là où on peut dire en relation internationale, nous sommes dans une période extrêmement importante parce qu'on voit une puissance qui est en train de fermer ses valises et de partir. Il ne faut pas que nous soyons là en train de nous plaindre parce que la logique de la scène internationale, elle est celle-là. Mais il faut que nous multiplions les efforts, les réflexions pour voir comment nous devons nous comporter dans un monde qui est en pleine mutation, dans le monde à venir qui ne sera plus dirigé par les États-Unis d'Amérique et même par l'Occident. Quelle sera notre place? Et donc, il n'est pas question de se plaindre. Le professeur Kabongo a bien décrit ce que l'Amérique a fait dans notre monde. Voilà comment ils ont voulu provoquer les Chinois en allant à Taïwan. Heureusement que les Chinois, ils sont sages. Comprenez, Fabien, que la Chine avait élaboré une politique internationale qui veut que jusqu'en 2025, ce pays ne doit pas entrer en guerre avec aucun autre. Voilà. Et donc... les États-Unis, sachant que cette puissance elle est en train de monter sur le plan économique, on est parti provoquer la Chine pour qu'elle entre en guerre avec Taïwan, pour qu'elle s'embourbe dans une crise sans précédent. Mais heureusement qu'il y a eu de la sagesse côté chinois. Et eux, bon, ce qu'ils font... Est-ce que la Chine a eu de la sagesse ou la Chine a eu tout simplement peur?
Ce n'est pas question de peur. Parce que je vous dis ici, j'insiste, moi je l'avais étudié en relations internationales avec le professeur Boukoulou Toulokanga Pendele, paix à son âme. Déjà en 2003, on savait que la Chine jusqu'en 2025 avait une politique qui allait dans le sens de dire on ne doit pas avant 2025 entrer en guerre. Ça, les Américains le savent bien. Mais alors, pour déstabiliser, pour créer un chaos comme ils l'ont fait avec, ils disent qu'ils vont soutenir Taïwan. Mais ils ont dit la même chose à Zelensky. Ils viennent d'abandonner Zelensky, ils veulent aller garantir la présidence de Taïwan. Donc voilà un État qui est en train de créer un chaos au niveau planétaire. Et compter sur une puissance comme celle-là qui est aux abois, ça ne serait pas une bonne stratégie pour un pays qui est en train de se rechercher comme les nôtres. Quand les démocrates sont aux affaires, les fronts militaires se réactivent. Avec le républicain Trump, Kagame était pratiquement oublié. Il était plus en train de faire les yeux doux à Paris. Eh bien, les démocrates rentrent aux affaires, le M23 se réveille et les guerres et les pillages, ça reprend. Je ne veux pas aller plus loin d'ici. On l'avait déjà parlé avec M. Kabongo. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette présidence tournante RD congolaise de la SADC? Nous sommes déjà à la présidence de la CEAC. Et... Oui, Fabien, l'Afrique est divisée en 5 sous-régions. Donc, il y a les pères fondateurs de l'Union africaine qui avaient voulu à ce que les continents africains soient dirigés en 5 sous-régions qui pourraient être considérées comme les pôles de développement. Il y a l'Afrique du Nord avec les pays arabes, qui est la zone la plus dynamique, même sur le plan économique. Il y a l'Afrique australe qui vient en 2e position. Il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique de l'Ouest et il y a l'Afrique centrale. Quand on regarde, on jette un regard sur le continent africain, on va remarquer que la région la plus problématique et la plus pauvre, c'est l'Afrique centrale où se trouve la République démocratique du Congo. Mais la deuxième région la plus importante, celle qui veut même prendre la tête d'affiche celle qui a même pris la tête d'affiche du continent, c'est l'Afrique australe. La région SADC, où on a les pays les plus dynamiques du continent. Il y a aussi moins de pays problématiques. Il n'y a que la République démocratique du Congo et Mozambique qui ont des problèmes au jour d'aujourd'hui. Prendre la tête d'une organisation comme celle-là, moi je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est là en train de traiter avec le pays le plus sérieux du continent. Et donc, il faut consolider nos relations avec certains pays qui ont connu des avancées significatives sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan touristique, sur le plan militaire. Il faut s'approcher des pays qui avaient moins de relations avec nous. Il faut penser l'avenir ensemble avec d'autres. Il faut innover sur certaines questions. Donc, je crois que la République démocratique du Congo doit utiliser cette présidence-là pour pouvoir accélérer certaines choses, achever d'autres et initier certaines d'autres. Parce que nous sommes dans une des régions les plus importantes où il n'y a pas, s'il faut le dire, les pays hypocrites comme cette organisation qu'on venait d'adhérer, l'Afrique de l'Est. Donc nous sommes dans une organisation Afrique de l'Est avec changement à la tête de la République kenyane. Si la justice reste une justice équitable et qu'elle va faire bien son boulot, peut-être qu'on écoutera Raila Odinga, mais jusque-là, il parle de la comédie, d'une comédie électorale. C'est leur problème à l'interne. Ruto, s'il est confirmé, qu'est-ce qu'il faut attendre de Ruto avec son langage méprisant, ses manières connues? Nous avons les États-Unis qui sont considérés comme les parrains traditionnels du Kenya.
Et moi, j'étais tombé sur un document où on disait, parlant du Kenya, que Raila ne deviendra jamais président du Kenya parce que les Américains ne les portent pas. Pour quelle raison? Ils n'en veulent pas de lui Donc, parce que c'est un nationaliste. Raila Odinga, c'est vraiment un nationaliste. La thèse selon laquelle on aurait dicté à ce président de la commission électorale le nom à proclamer, c'est une thèse correcte. Mais au Kenya, on a même déjà connu avec Raila comme candidat quelque chose de... Quand Mwai Kibaki avait pris la tête de son désir, c'était avec Raila. C'est Raila qui avait remporté les élections. Mais Mwai Kibaki était proclamé dans une élection qu'il n'a jamais remportée. Et 2 heures, il n'avait même pas eu le temps de changer la tenue qu'il portait. Il est parti prêter serment. C'est un scandale incroyable qu'on avait vécu au Kenya. On ferme apparemment les grandes puissances, les modèles démocratiques dans le monde. Mais comment ferment les yeux sur toutes ces bourdes électorales. Et par moments, ça passe comme si ça n'avait pas eu lieu. Comment voulez-vous qu'un pays qui a volé les élections, Joe Biden, qui n'a pas été élu, puisse condamner les élections? C'est pas pour... Voyez même les scandales qu'ils viennent de faire pour aller fouiller la maison de Trump. Parce que les démocrates sont certains que pour les élections qui sont en train de venir, ils ne vont pas remporter ces élections-là. Et donc, il y a certaines situations quand il faut avoir la capacité de faire certaines lectures et voir ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Dans le contexte mondial aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas être considérée comme un modèle parce que sur base de ce qui s'est passé chez elle, on comprend que c'est une puissance à décadence, c'est une puissance qui est en train de disparaître, elle est en train de connaître ce qu'elle connaît comme. Le mieux serait, à mon avis, de parler des pays scandinaves comme des modèles de démocratie dans notre monde que des États-Unis d'Amérique. Alors, on nous apprend que le contingent burundais est déjà chez nous. Dans le cadre de la force régionale, on n'a pas écouté le peuple. Alors, les Burundais, chez nous, avec quelle expérience pour éliminer quel groupe armé? Prochainement, ce sera les forces d'autres pays, avec Ruto à la tête, le schéma de Nairobi. Est-ce qu'il faut encore rester dupe comme on l'a été vis-à-vis dans la décision, par exemple, de pouvoir coaliser avec l'Ouganda? Je crois qu'il faut savoir tirer certaines leçons diplomatiques à temps et puis voir et puis réfléchir sur la direction qu'il faut donner à la diplomatie. Les Burundis chez nous, mais bon, disons-nous la vérité, les Burundis quand même, pendant les 10 derniers pays, c'est un pays qui, les 10 dernières années, c'est un pays quand même qui nous a accompagnés. Et donc, personnellement, en tant qu'analyste, je ne vois pas trop du mal du fait d'accepter le Burundi parce que le président burundais, même celui qui était avant Ndayishimiye, ils ont toujours fait preuve d'une certaine sincérité dans les jeux diplomatiques qu'ils ont toujours eu avec Kampala, avec Kinshasa. Et donc, je crois que le président de la République qui a pris cette décision après tout ce qu'on a connu avec l'Ouganda, après le comportement barbare du Rwanda, je crois qu'il a dit peser et mesurer pour arriver à cette décision-là. Donc, je suis un peu réservé, je ne condamne pas trop l'entrée, l'arrivée de Burundais, mais la question c'est de savoir il faut savoir pas trop faire confiance à la région, au pays de l'Afrique de l'Est. Il faut plus s'appuyer sur la SADC, qui a des pays qui ne sont pas hypocrites, et qui a des pays qui sont prêts à nous accompagner et qui peuvent nous soutenir pour que les choses évoluent et avancent mieux. Vous avez suivi le président Tshisekedi qui a pris les commandes de la SADC aujourd'hui. Il a encore enfoncé le clou, ou le marteau sur le clou, agression lâche et barbare. Là, et donc, on sent un président incisif, déterminé et qui connaît déjà très bien ce partenaire, même ceux
qui semble nous faire les yeux doux. Donc je crois qu'il faut savoir appeler les chats par son nom. Donc ce n'est pas un président qui mange ses mots. Donc il faut appeler les criminels par ses criminels, l'agresseur comme agresseur. Et donc on doit savoir dire les choses telles qu'elles sont et défendre notre position jusqu'au bout. Je crois qu'il faut, face au Rwanda, face à la dynamique qui est engagée au niveau international, il faut continuer à faire pression à ces petits pays pour qu'elles se désengagent. C'est vrai que c'est difficile pour un homme comme Kagame de comprendre le langage démocratique, de comprendre le langage de la paix, parce que lui, il est né dans une dynamique criminelle, dans les assassinats, dans les tueries. Donc c'est une personne qui peut difficilement comprendre la logique de la paix. Et devant une personne comme ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut savoir lui pointer du doigt et lui demander de pouvoir prendre ses responsabilités sur ce qui est en train de se passer. Bruno Kayimo Maneno, je vous remercie de votre disponibilité et surtout d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet d'actualité entre-temps à Addis Abeba. Bon, voilà, c'est lui qui agresse le Congo a été présenté comme champion de réforme en parlant de l'intégration régionale. Bon, beaucoup de choses pour la consommation publique. C'est bien d'y être. La politique de la chaise vide ne paye pas. Ce qu'Edi Chilombo l'a bien compris, malgré l'agression. Bonsoir chez vous. Dans quelques instants, le journal, c'est moins d'une dizaine de minutes sur nos antennes. L'information chez nous est même prioritaire. Nous vous retrouvons dans les heures qui viennent avec la même percutance, la même passion de vous servir et servir le Congo.